Pourriez-vous présenter Marmont en quelques mots? Alors Marmont, c'est un maréchal d'Empire, donc qui est né en 1774, petite noblesse bourguignonne, et qui est un des amis ou un des compagnons les plus anciens de Bonaparte, puisqu'il va le rencontrer en 1791 et qu'ensuite il fera le siège de Toulon et il va suivre Napoléon jusqu'en 1814, le suivre par amitié, mais souvent sur des opérations extérieures. Donc c'est un maréchal un peu à part, à la fois l'un des plus anciens compagnons, mais quelqu'un qui est pas toujours avec lui sur les opérations militaires, puisqu'il va par exemple être gouverneur des provinces illyriennes. Mais ce qu'on connaît le plus de Marmont, pour finir, c'est que Marmont, c'est celui justement qui est le plus ancien compagnon, mais celui qui va trahir Napoléon par une défection en 1814. Alors nous en reparlerons. Vous venez de le dire, mais Marmont revendique toujours cette proximité avec Napoléon, mais tout au long de la carrière prodigieuse de Napoléon et même de Marmont, est-ce qu'il fut réellement un intime de Napoléon? Alors, il est intime de Napoléon jusqu'en 1800, jusqu'en 1800 sans difficulté, parce que il est dans la campagne, il est donc à Toulon, il est dans la campagne d'Italie, il est l'un de ses aides de camp en Italie, c'est lui qui va aussi, éduquer militairement, on va dire, Louis Bonaparte, donc, et Eugène, le Beauharnais également, donc il est proche pour cela. Il est tout jeune, avec 74, il a 25 ans. Et puis pendant la campagne d'Égypte, il est aussi présent, et Napoléon lui fait confiance, puisqu'il va lui donner, quand Napoléon part en Palestine, il va laisser la ville d'Alexandrie sous ses ordres, et Marmont n'aura pas de difficulté, puisqu'il y aura une épidémie de peste qu'il va falloir stopper. Donc jusqu'en 1800, il est avec lui, et Marmont revient avec lui en France en 1799 pour faire le coup d'État de Brumaire, où il va servir Marmont parce qu'il est un artilleur, et il va en définitive mettre les artilleurs du côté de Napoléon, comme Murat va lui s'occuper de la cavalerie par exemple. Après 1800, les liens vont un peu se distendre, mais sans se distendre complètement, parce que, peut-être on en reparlera, Marmont va épouser donc Hortense Perregaux. Hortense Perregaux, c'est la fille de Jean-Baptiste Perregaux, non, Jean-François Perregaux, pardon, Jean-François Perregaux, qui est un banquier suisse et qui va devenir régent de la Banque de France par la suite. Et donc, il y a un aspect financier qui est intéressant, parce que, en définitive, Napoléon a toujours besoin d'argent, donc il va vers Perregaux, il va vers Laffitte, qui est un associé de Perregaux, et on dit souvent que si Marmont a été maréchal de France en 1809, c'est aussi parce que c'est l'amitié, mais c'est aussi parfois un peu l'argent. Donc peut-être qu'il y a ce lien qui est important, qu'il faut mettre en évidence. Voilà en définitive la permanence de ça. Okay. Très proche jusqu'à 1800, mais après 1800... Un peu moins proche, mais financièrement, il y a quand même des liens qui restent importants. Est-ce que Marmont a été initié en franc-maçonnerie? Marmont n'a pas été initié en franc-maçonnerie, donc c'est encore un autre qui n'a pas été initié. Ça n'intéressait pas plus que ça, son père n'était pas franc-maçon non plus, et il en parle dans ses mémoires, il n'a pas eu d'intérêt particulier pour ça. Alors, Marmont est maréchal, quels furent ses talents réels en tant que militaire? Alors c'est un très bon théoricien, ça on le sait, puisqu'il a écrit ensuite, dans les années 1830, un livre de l'esprit des institutions militaires, qui est un livre qui est resté dans la giberne de la plupart des officiers. Bugeaud l'avait dans sa giberne ici, donc un très bon traité militaire. Mais sur le terrain, c'est plus compliqué. Alors, c'est un très bon adjoint, c'est quelqu'un qui sait très bien exécuter les manœuvres, notamment d'artillerie. On sait que le passage du Grand Saint-Bernard, par exemple, a été permis par Marmont, qui avait réussi à faire démonter les canons, qui les avait passés sur de la paille, etc. Enfin, il y a toute une technique logistique que Marmont a bien utilisée ici. Pendant la campagne de 1805, il a dirigé une des colonnes, il a été plutôt un des bons généraux également. Et puis ensuite, ce qui fait dire que Marmont n'est pas forcément un bon militaire, et c'est dommage, peut-être qu'évidemment, il a perdu en 1812 lors de la campagne d'Espagne contre Wellington, la bataille des Arapiles ou des Arapiles, comme on dit généralement, ou Salamanque pour les Anglais. Et moi, je trouve, quand on examine un peu tous les registres, que pendant 6 mois, il y a une campagne entre Wellington et Marmont. Il y a un peu un match nul. Chacun s'observe, chacun fait une guerre de défense. Et en fait, le seul moment où Marmont commet une erreur, Wellington en profite comme un bon joueur d'échecs, et c'est la bataille des Arapiles où
Marmont, je vais y arriver. Marmont est blessé, il est blessé à une épaule, il va être handicapé pendant il y a plus d'1 an d'ailleurs avec un bras qu'il ne pourra pas tenir, qui tient en écharpe. Et donc cette erreur-là a fait dire à beaucoup de monde qu'il n'était pas très bon militaire. Pourtant, il a remporté des batailles aussi pour un Sibérienne, donc le bilan est contrasté, je dirais, sur ses capacités militaires. Alors, paradoxalement, cet homme ne participe pas aux grandes batailles suivantes de l'Empire, Austerlitz, Siena, Eylau, Friedland, Wagram. Est-ce qu'il joue déjà de malchance? Alors c'est ce qu'il dit, lui, parce qu'il aurait voulu, comme beaucoup de maréchaux, il aurait voulu avoir la gloire de militaire. C'est ce que, par exemple, recherche le maréchal Ney. Ney, à chaque fois qu'il y a une bataille, il veut en être, et il en est souvent, il commet des erreurs. Marmont, lui, à partir de 1806, on l'envoie en Dalmatie. On l'envoie en Dalmatie, donc dans l'actuelle Croatie. Il va devenir ensuite gouverneur des provinces sibériennes. Il sera un excellent administrateur. Je ne sais pas si on en reparlera après, mais il sera un excellent administrateur. Mais la gloire lui échappe. Et en 1809, il vient avec une légion croate pour renforcer les forces françaises à Wagram. À Wagram, Napoléon lui dira « Vous avez manœuvré comme une huître ». C'est ce que disait la duchesse d'Abrantes en définitive. Il est resté sur le champ de bataille, il ne savait pas trop quoi faire. Napoléon, apparemment, et Berthier ne lui avait pas donné d'ordre particulier. Il est resté et il n'a pas fait grand-chose. Ce qui n'empêche pas que le soir même de la bataille de Wagram, Napoléon le nomme maréchal. Donc c'est en cela qu'on a souvent dit que c'était l'amitié, voire l'argent qui avait un peu aidé Marmont. Marmont aurait très bien pu rester donc gouverneur des provinces sibériennes. Il va rester jusqu'en 1811. Et puis en 1811, ça ne se passe pas bien en Espagne. Masséna vient d'être battu également par Soult au Portugal, donc il a fait retraite. Et Marmont décide de se porter candidat pour reprendre l'armée du Portugal ici. Il aurait très bien pu rester en province syrienne, où il était considéré comme un roi, quasiment, ou un vice-roi. Pourquoi va-t-il en Espagne? Parce qu'il cherche la gloire. Il veut enfin montrer que son titre de maréchal, il n'est pas qu'honorifique, il est important. Et c'est ça qui va le perdre, en fait. Jusqu'en 1811, un bilan plutôt positif et une vie tout à fait gagnée, où il a à la fois l'amour, l'argent, et il est maréchal, donc il a tout gagné. Et à partir de 1812, ça bascule, on va dire, parce qu'il a voulu être peut-être plus important qu'il n'était. Vous dites dans votre livre qu'entre 1804 et 1814, Marmont ne reste que 6 semaines à Paris. Oui. Nous pouvons donc dire qu'il a versé sueur et sang pour Napoléon et l'Empire. Pourtant, Napoléon et les bonapartistes napoléoniens de l'époque et même aujourd'hui en font le traître par excellence. Qu'en pensez-vous? C'est le problème de la défection de 1814. Ça revient là-dessus. En fait, Marmont a été le bouc émissaire de 1814 lorsque son corps d'armée a fait défection à Essonne, juste après la bataille de Paris. En fait, Marmont est comme tous les maréchaux, tout le monde est las de la guerre à l'époque, en 1814. Déjà en 1813, on reproche à Napoléon, en mai 1813, de ne pas avoir signé, après l'armistice, de ne pas avoir signé la paix, même si la France aurait perdu quelques territoires. Il y a eu d'autres propositions au mois de janvier 1814 qui ont été refusées encore à nouveau par Napoléon. Et donc tous ces maréchaux commencent à fatiguer, et depuis quasiment 3-4 mois, on sent bien que l'ambiance n'est plus là, entre guillemets, et qu'on n'espère plus que la paix définitive. Donc, la campagne de France est une très belle campagne où Marmont va s'illustrer en bien et en mal, d'ailleurs, puisqu'il aura la défaite de l'affaire champenoise, où là, il commet des erreurs. Il va avec Mortier défendre Paris. Il arrive à Paris, il va défendre Paris avec un seul bras. Je vous rappelle qu'il a été blessé l'année d'avant ici, donc il a été extrêmement courageux. Mais il sent bien que c'est compliqué. Et derrière lui, et c'est souvent ce qu'on lui a beaucoup d'historiens lui reproché, c'est que derrière lui, il y a l'argent. Derrière lui, il y a Pérégaux, il y a Lafitte, il y a le baron Louis, il y a tous ces gens qui sont dans la finance et qui veulent surtout pas que Paris tombe et soit vandalisé par les Alliés et souhaitent la chute du régime. Les notables ne sont plus avec Napoléon, très clairement ici. Donc Marmont va certainement se laisser influencer. On sait que son beau-frère, Alphonse Pérégaux, est venu plusieurs fois le voir pendant la campagne de France. Donc, vraisemblablement des approches pour essayer de lui dire il faut maintenant céder. Et donc le 30 mars, c'est Marmont qui signera la capitulation de Paris.
il la signe parce que Joseph est parti pour Blois, il était gouverneur de Paris à l'époque, régent, il est parti de Blois, il a laissé plein pouvoir à Marmont, et Marmont signe la paix. On lui a reproché ça, la capitulation d'abord. On lui a reproché ça. Là, vraisemblablement, il ne pouvait pas tellement faire autrement. Napoléon avait dit d'attendre encore un peu, mais vraiment, les forces alliées étaient de plus en plus importantes. Les combats à Romainville, à Pantin, entre autres, étaient une extrême violence. Donc, il cède. Donc ça, c'est le premier élément. Et beaucoup d'historiens ont dit, vous voyez, Marmont, il a déjà trahi une fois là. On va dire qu'il trahit là. Bon, il a été peut-être influencé par les notables. Talleyrand, d'ailleurs, vient le voir le soir. Et apparemment, il y a eu une conversation secrète. Ils ont dit que Talleyrand, évidemment, l'a remercié, etc. La situation militaire était telle, de toute façon, qu'il ne pouvait pas tellement faire autrement. Bon, et puis, arrive la défection d'Essonne, où là, et ça, là, il y a une trahison, au moins une trahison de l'amitié, puisqu'ils sont ça n'était plus les amis. C'est Marmont qui va prendre contact avec Schwarzenberg, donc le généralissime autrichien, pour gérer l'abdication de Napoléon, pour gérer la capitulation la défection de son corps. Il a pris une initiative qu'il n'aurait jamais dû faire. Alors, poussé par qui? Vraisemblablement poussé par Talleyrand, poussé par les émissaires de Paris qui viennent à Essonne donc, de façon importante. Et donc, il signe un texte montrant la défection. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous savez que Napoléon, entre-temps, a abdiqué à Fontainebleau, poussé vraisemblablement par les maréchaux, alors même si les maréchaux n'ont pas été aussi violents qu'on a dit, mais Napoléon a bien compris qu'il ne pouvait plus aller vers ça. Je ne pouvais plus aller plus loin. Ney en particulier, mais aussi des gens comme Oudinot, entre autres, ou MacDonald ont poussé. Et puis, au final, cette défection, elle a été inutile puisqu'il avait déjà abdiqué. Mais là, il va y avoir tout un tour de passe-passe assez compliqué à expliquer. Enfin, c'est l'idée que quand Marmont va venir à Paris avec les autres maréchaux pour négocier la paix, négocier l'abdication avec le tsar, eh bien son corps d'armée à qui il avait dit, officiellement en tout cas, de ne pas bouger, eh bien son corps d'armée va faire défection et va partir vers Versailles, et donc tout est perdu. Alors c'est évidemment un raccourci parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que tous les maréchaux, en définitive, voulaient la paix. Que certains nombre d'entre eux, en définitive, étaient prêts à trahir. On parle des girouettes à l'époque, et pratiquement tous vont aller vers Louis XVIII. Ensuite, très rapidement, quasiment vers la mi-avril, tout le monde est là avec Louis XVIII. Et en fait, Marmont est celui qui a commis une erreur, et c'est ça qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait cette convention avec Schwarzenberg le 3 avril, et il va la payer toute sa vie ensuite. Mais je dirais que d'autres comme le maréchal Ney ne sont pas non plus sans tâche. J'ai appris dans votre livre, justement, vous en parlez tout à l'heure, qu'en Croatie, Marmont a gardé un très bon, les Croates ont gardé un très bon souvenir de lui. Il y a même des places, des noms de rues qui portent son nom. Vous pouvez dire rapidement pour quelle raison? Alors Marmont, oui, il est encore très aimé par les Croates, qui le connaissent très bien. J'étais en Croatie il n'y a pas très longtemps, et dans des colloques, et même dans la population. On connaît le nom de Marmont. Je ne sais pas si on demandait à un Français s'il sait qui est Marmont. Bon, apparemment, normalement, non. Pourquoi? Parce que Marmont a été, on va dire, un bienfaiteur pour la Croatie, pour ce qu'on appelait les provinces italiennes à l'époque. Alors, la Croatie et la Slovénie, mais surtout la Croatie, parce que quand il arrive en Croatie, il n'y a pas grand-chose. C'est un pays un peu rustre, qui est encore plus ou moins dominé par les Autrichiens, mais l'influence ottomane n'est pas loin ici. Et par exemple, il n'y a pas de route, ou quasiment pas de route. Et c'est Marmont qui va faire creuser les routes. On dit souvent, il y a un proverbe croate qui dit que Marmont est monté à cheval, et quand il est descendu de cheval, les routes étaient faites. Et ça prouve que les routes ont été importantes. En fait, Marmont va se considérer comme un proconsul dans cette région. Et il fait comme les Romains faisaient, c'est-à-dire que l'armée est là, elle n'a rien à faire, et bien on lui fait construire quelque chose. Ils font des routes avec aussi les paysans qu'on va payer. Donc on va construire toutes les routes. Et la route, par exemple, qui va encore aujourd'hui entre Split et Raguse Dubrovnik, est une route qui a été construite par l'armée française. Vous avez des bornes ici. Alors donc il y a déjà ça c'est la première réalisation. Et puis il va développer le code civil, comme tous les autres. Il va mettre en place des écoles, il va mettre en place des théâtres, il va autoriser le bilinguisme, c'est-à-dire que le français, évidemment, va être mis en place, mais on va respecter le croate, voire le bosniaque, voire le trilinguisme parfois. Donc il y a toute une politique globale, on va dire, d'assimilation, d'intégration. Il y aura pas mal d'étudiants croates qui vont venir faire leurs études, pas mal, une centaine, qui vont venir faire leurs études à Paris, appelé en 1810. Donc il y a véritablement une politique de fusion qui est extrêmement bien menée. Donc c'est en cela qu'il est très connu. Donc une place à Raguse, une rue à Raguse,
donc Dubrovnik, une place à Split. Bon, voilà pourquoi Marmont était quelqu'un qui... Et la tombe de Marmont à Châtillon-sur-Seine, tous les ans, est fleurie par les Croates, encore aujourd'hui. Marmont ne fut pas que militaire, parce qu'après l'Empire, il a été entrepreneur, viticulteur, forgeur, métallurgiste, dans la vente de biens, dans l'industrie. Quelle activité pour cet homme qui n'en avait pas manqué durant toute sa vie. Il fut également urbaniste, il a réfléchi aux questions alimentaires, il a mis en place un enseignement en primaire, ce qui marque une véritable envie d'œuvrer, une justice sociale. Avez-vous un commentaire à faire sur cette partie de cette vie? C'est un peu... Après la chute de Napoléon, il va être évidemment resté dans l'entourage de Louis XVIII, mais enfin il sent bien qu'il n'est pas très aimé, donc il va progressivement se réfugié en Bourgogne. Donc, il est bourguignon et il l'affirme, il aime sa ville de Châtillon-sur-Seine et il va être le bienfaiteur de Châtillon-sur-Seine. Et donc il va tester, c'est quelqu'un qui a une intelligence, qui a une curiosité intellectuelle très importante, il va tester tous les métiers. Tous les métiers, comme vous l'avez dit, de viticulteur, de forge. Son père a des forges à Sainte-Colombe à l'époque et il va essayer de faire venir des ingénieurs britanniques pour travailler les forges. Le problème de Marmont, c'est qu'il échoue à chaque fois. C'est-à-dire qu'il manque d'argent, donc le roi lui en donne éventuellement. Il manque d'argent aussi parce qu'il avait beaucoup d'argent sous l'Empire, parce qu'il était associé à la banque Perregaux-Lafitte, sauf que son mariage avec Hortense va péricliter, ça se passe très mal entre eux. Hein. C'est un couple, Hortense et Marmont, Hortense et Auguste, donc c'est un couple à la fois fusionnel, mais à la fois qui se déteste. Donc c'est un couple qui ressemble beaucoup, quand j'ai commencé à travailler dessus, qui ressemble beaucoup à Scarlett O'Hara et Red Butler, ça y est, dans Autant l'emportement, qui ne peuvent pas se séparer. Et donc, à partir de cette époque-là, Hortense a reproché évidemment cette défection à Marmont, donc à son mari, et ils se sont mis en séparation de biens. Et ils ont progressivement, donc, ils ne sont jamais divorcés, mais en séparation de biens, et donc il s'est retrouvé sans argent. Donc sans argent, donc pour créer tout ce qu'il a voulu faire, donc il a dû vendre les forges qu'il avait créées, qui étaient bien dû être vendues. Il avait voulu faire un élevage de moutons, bon, il a essayé de mettre sur des moutons mérinos, des recouvrants de fourrure pour que les poils plus vite. Ça a été un échec complet. Il faut voir ce qu'en dit la comtesse de Boigne, qui est une de ses amies, qui voit ça de façon un peu ahurie. Il a fait créer un brevet sur le fer qui lui a été volé par les Autrichiens. Enfin bon. C'est le malheur le plus complet. J'avais appelé ma biographie Marmont le maudit ou le maréchal du malheur. Tout ce qu'il fait échoue. Et là où, par exemple, au-delà, tout ce qu'il fait échoue donc sur les aspects financiers, sur les aspects commerciaux. Là où il n'échoue pas, c'est l'urbanisme. Et c'est vrai qu'il va développer la ville de Châtillon. La ville de Châtillon, on la voit encore aujourd'hui, même si elle commence à se rénover, est une ville qui est très marquée par Marmont. Et vraiment il a été un bienfaiteur, et Marmont, encore aujourd'hui, quand vous allez faire une conférence sur Marmont à Châtillon-sur-Seine, on parle de la traîtrise, mais enfin bon, on essaye d'être modéré, parce que c'est bien que pour eux, c'est pas un traître, très clairement. Alors si vous le permettez, M. Favio, on va faire un bond dans le temps, oui, pour être au mardi 27 juillet 1830. Marmont est nommé par le roi gouverneur général de Paris, c'est-à-dire chef de toutes les forces armées parisiennes, au moment où certains Parisiens commencent à se révolter. Cette nomination n'était-elle pas une erreur, eu égard aux événements parisiens de 1814 ? Alors, c'est certainement une erreur. Je viens de vous le dire, Marmont n'a pas de chance. Normalement, Marmont, il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû être en Algérie, parce que c'est lui qui prépare l'opération en Algérie. Et il se fait voler toute l'affaire de l'expédition par Bourmont, qui est l'un de ses ennemis, un traître important, là, Bourmont, qui a trahi à la fois la monarchie, à la fois l'Empire, enfin bon, quelqu'un de particulier, on va dire. Et il se fait trahir, donc il a perdu l'Algérie, et donc il devient, il est commandant de la place de Paris parce qu'il y a un système de rotation. D'accord, et c'est lui qui est de service le 27 juillet, donc il y va. Et évidemment, Charles X n'a pas vu véritablement qu'il faisait une erreur. Charles X aime beaucoup Marmont, qui par exemple, il a envoyé en ambassade en Russie pour le sacre de Nicolas Ier. Bon, donc c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup et il considère qu'il sera le plus à même de régler le problème. Alors, on sait bien que Marmont est détesté par la foule, par la population en 1914, parce que la défection reste toujours là. Et même ses amis, les amis de Marmont, que ce soit Lafitte, entre autres, qui vont venir le voir, ou François Arago, qui vont venir le voir à l'hôtel de ville de Paris, entre autres, pour essayer de voir avec lui comment stopper les manifestations, eh bien,
voit bien que c'est pas possible. Marmont lui-même, d'ailleurs, sait pas très bien quoi faire. Alors, il veut rester fidèle au roi parce qu'il a prêté serment et puis il veut surtout pas qu'on lui dise une nouvelle fois tu trahis. Et puis, mais en même temps, il est plutôt d'accord avec les manifestants. Il est contre les différentes lois que veut faire passer le roi, contre les ordonnances. Donc, résultat, il est un peu entre deux chaises. Et il se rend très vite compte que il pourra pas régler le problème. Et donc, ça a été une erreur, effectivement. Mais une nouvelle fois, seul Charles X aurait pu peut-être stopper ça, ou le duc d'Angoulême. Mais bon, le duc d'Angoulême, pareil, est plus quelqu'un qui a un manque d'autorité à l'époque. Bon, on a voulu lui. Qui aurait-il failli nommer? On ne sait pas très bien d'ailleurs à l'époque. Bourmont a réglé le problème, il aurait fait tirer sur la foule très vite. Alors, dernière question. Suite à la lecture de votre biographie, donc, que vous l'avez consacrée, moi j'ai une question qui me vient inévitablement. Est-ce que la malédiction, elle existe en histoire? C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un acharnement sur Marmont. On ne peut pas dire peut-être en termes généraux, mais sur Marmont, il y a vraiment le sort qui s'acharne sur lui à partir de 1812. C'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'en 1812, tout va bien. Marmont, il a tout, il a une femme riche, aimante, donc il a l'amour, il a l'argent, il est maréchal, il est proche du premier proche de l'empereur. Donc tout va bien pour lui, il est un des hommes les plus riches de l'Empire, avec Berthier, vraisemblablement. Et puis, tout bascule avec la défaite en Espagne. Puis après, campagne d'Allemagne qui ne se passe pas très bien, les défections de 1814, sa séparation de biens, tous ses échecs, évidemment. Et en 1830, il est encore là aux Trois Glorieuses, il doit partir avec le roi, il va aller jusqu'en Angleterre, où il va, évidemment, il va ensuite partir en exil, en Belgique, etc. Le seul moment de bien que Marmont a connu, on va dire, après 1830, c'est la rencontre du duc de Reichstadt. Et là, on sait bien qu'avec l'Aiglon, il y a eu un contact important. Les deux hommes se sont appréciés, peut-être plus Marmont que le duc de Reichstadt, parce que Reichstadt a dit deux ou trois choses qui montrent bien qu'il n'était pas non plus totalement inconscient de la publicité qu'allait faire Marmont de cette rencontre ici. Bon, mais il y a malgré tout plusieurs semaines de rencontres où les deux hommes se sont appréciés et ont pu parler de l'empereur. Pardon de vous couper, mais c'est quand même paradoxal que le fils de l'empereur apprenne l'histoire de l'Empire par celui qui est considéré... Ça a été le paradoxe, d'ailleurs, qu'a bien mis en évidence Rostand dans l'Aiglon. Mais en même temps, Marmont donc, était très ami. Alors pourquoi Marmont est en Autriche à ce moment-là? Parce qu'il est très ami avec Metternich. Et donc, l'amitié avec Metternich lui permet de rencontrer donc, Reichstadt. Bon, et puis Marmont considère qu'il n'a pas commis d'erreur particulière, que tout le monde était là, il a pris pour tout le monde. Il n'arrête pas de se justifier tout le temps, il a plein de... Et puis ensuite, il va faire des voyages, il part, donc la malédiction va un petit peu s'atténuer. Pardon, mais comment vous avez parlé de sort, de malédiction, comment l'historien peut juger ça en fait? Est-ce que ça existe ou pas? Là, sur Marmont, moi j'ai l'impression que ça existe, ou du moins qu'il y a cette idée qu'il n'arrive pas à redémarrer, et qu'en plus 1830 arrive derrière, et qu'ensuite il fera tout ce qu'il pourra pour essayer de revenir en France. Il ne reviendra jamais. Il va mourir à Venise en 1852. Il reviendra, évidemment, son cercueil sera accepté par le Second Empire. Là, il y a véritablement une malédiction qui est importante. Comment l'expliquer? Bon, ça reste du domaine de la foi, si je puis dire, ou autre chose. Donc, en histoire, est-ce qu'on peut dire que Napoléon a été touché par la malédiction? Napoléon, lui, la malédiction, c'est l'idée d'erreur qu'il a commis. C'est l'erreur de la guerre d'Espagne, par exemple, c'est le blocus continental. Il y a des explications à sa chute. Sur Marmont, il y a tout un ensemble qui fait qu'il y a un sort qui tombe sur lui. Merci. Voilà. Pas facile la question.